La vente n'a jamais autant changé que ces dernières années. Vente à distance, spécialisation des équipes, nouvelles organisations, nouveaux outils, nouveaux KPI, tout bouge. Dans le podcast de la vente réinventée, nous adressons ces problématiques en profondeur, une fois par semaine avec les acteurs de ces transformations, Head of Sales, Sales Ops et Sales Enablement, des sociétés les plus innovantes dans le domaine. Bonjour à tous, je suis Gabriel Dabischwebel, fondateur de SalesDeck.io et de l'agence marketing 1 minute 30 et hôte de ce show. Mais juste avant, un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Alexandre Lemarchand, vice-président Global Sales et partenaire Ledger. Bonjour Alexandre, comment vas-tu ? Bonjour Gabriel, tout va très bien. Merci pour cette opportunité d'échanger avec toi aujourd'hui. C'est un plaisir. Peux-tu te présenter ton poste actuel, un peu ton parcours ? Bien sûr, donc je m'appelle Alexandre Lemarchand, je suis actuellement vice-président des Global Sales and Partners chez Ledger depuis 4 ans. 25 ans de carrière bientôt dans le monde de l'high-tech qu'on peut découper en 3 temps. Une première étape de ma carrière essentiellement à l'étranger, dont les États-Unis, chez des acteurs français pour accompagner le démarrage d'opérations. Puis 12 années chez un gros acteur qui s'appelle Microsoft, qui m'a donné l'opportunité de travailler sur 3 types de segments, le milieu entreprise, le milieu grand public, dans le domaine Xbox et jeux vidéo, et puis également sur la partie que l'on appelle mid-market et partenaire, qui est également un moteur important de commercialisation dans le monde de l'high-tech. Et puis enfin, après une courte expérience entrepreneuriale en transition, j'ai rejoint la société Ledger. Voilà. Et en quelques mots, Ledger, pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors Ledger, c'est une licorne française, donc qui conçoit et gère des portefeuilles de crypto-actifs. Le produit phare s'appelle Ledger Nano. C'est un portefeuille numérique qui ressemble à une clé USB ultra sécurisée qui permet de stocker ces crypto-monnaies. Ça, c'est l'offre grand public, mais on a également une solution pour les entreprises, puisque si vous suivez un peu l'actualité, on entend parler de plus en plus de NFT, de Bitcoin, et donc les organisations également sont en train de s'orienter vers ces nouveaux types d'assets digitaux. Donc depuis sa création les commerciales sont plus orientées B2B, quoi. Exactement, on a les 2 moteurs, puisque dans le B2C, il y a besoin aussi d'engager des enseignes pour distribuer les produits, mais en effet, le gros de la force commerciale est centré sur la partie B2B. Donc nous, B2B, pour terminer, Ledger, 1,5 million de produits grand public dans plus de 190 pays, et puis plus de 70 grands groupes, sociétés, qui utilisent la plateforme entreprise dans le monde entier, car nous opérons à Singapour, à Zurich, à Paris, à Londres et à New York, et puis également une deuxième place en France qui est Vierzon, où on a un centre de production des produits, puisque l'on gère ça de bout en bout pour des raisons de sécurité. Voilà. Très bien, belle histoire. Et alors, moi ce qui m'intéresse dans ton profil, dans tous les invités qu'on va avoir sur le podcast de la vente réinventée, on a souvent des profils relativement jeunes, avec une trentaine d'années, etc. Toi, tu es un peu plus mature comme moi. Et donc, tu as vu des vrais changements dans la vente ces dernières années, des licornes qui n'existaient pas tellement avant, tu étais dans des licornes d'il y a 20 ans comme Microsoft aussi. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui a changé pour toi ? Quelles sont les grosses modifications qu'il y a eu ces dernières années ? Alors, bon, j'ai pas la science infuse, mais en effet, on est là pour partager une expérience. Donc, en effet, j'ai pas vu les années passées. Pourquoi ? Parce que je pense que on est constamment en changement. La société change et les clients changent. Donc, c'est pas tant la vente qui change, c'est plutôt le marché qui évolue, les manières d'achat, les besoins ont évolué et nos clients ont changé leur méthode d'achat et surtout leur capacité à regarder ce qui existe par rapport à un besoin. C'est simple, moi j'ai commencé ma carrière, c'était le démarrage de Web 2.0, donc de l'Internet. Et donc, entre mon démarrage de carrière et aujourd'hui, déjà, il y a un premier phénomène, c'est que les clients sont très souvent très bien renseignés, voire mieux, sur ce qui existe sur le marché quand on commence à leur parler. Donc ça a été pour moi un changement important. C'est que
j'ai démarré dans un environnement où, dans les années fin 90-2000, on arrivait, on formait, on expliquait et on apportait de la nouveauté. Et puis, on parlait même des concurrents, d'exclusivité à côté. Aujourd'hui, si je parle à un client, il est vraiment déjà expert et il a eu la possibilité lui-même de regarder plus en détail tout ce qui pouvait répondre à son besoin. Deuxième chose, c'est que la société évolue dans les interactions aussi. Les changements, les modes de commercialisation ont beaucoup évolué. Au début de ma carrière, très jeune, ne serait-ce que sur la tenue vestimentaire, mais il y avait des codes très précis. La rencontre, le déjeuner, on passe du temps, construire une relation de confiance prenait du temps. Et puis les sociétés investissaient massivement dans ce qu'on appelle en anglais entertainment du client. Où aujourd'hui, et d'ailleurs, ce qui s'est accéléré malheureusement avec ces 2 dernières années, hein, en mode Covid, la relation client et fournisseur est beaucoup plus efficace, pragmatique, et on passe moins de temps dans une phase qui était quand même assez longue et lourde de construction de relations. Et pourquoi tu dis malheureusement? En fait, par rapport au fait que c'était lourd, excuse-moi. Non, tu as dit malheureusement on passe moins de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut transformer les méthodes de relation et être capable de construire une relation de confiance dans un temps beaucoup plus limité et avec des moyens différents. Alors, ces moyens évoluent. Le digital a complètement transformé le mode de collaboration. On le voit bien, tous les outils aujourd'hui permettent de se voir tel qu'on le fait, de s'entendre tel qu'on le fait aujourd'hui, mais également l'échange de partage de documents, les sites internet qui permettent également de devenir de vraies références, et puis sans oublier un point essentiel qui sont les réseaux sociaux. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un gros acteur assez connu dans le monde professionnel qui est utilisé par de nombreux commerciaux pour identifier les liens entre les uns et les autres. Ce travail-là, voilà, ce travail-là, historiquement, s'effectuait via des rencontres, des discussions. Et à force de poser des questions aux uns et aux autres, aujourd'hui, avec un outil, on est capable d'un seul coup d'avoir l'ensemble de l'organigramme d'une organisation qu'on ne connaissait pas. Donc ça a été typiquement un changement majeur dans les outils et surtout le moyen de comprendre qui fait quoi dans une organisation. Donc ça, c'était le changement. Des choses n'ont pas changé. Je pense qu'il y a quand même des piliers que j'ai créés dans ma carrière pour accompagner mes équipes et je les utilise encore. Je les ai créés il y a plusieurs années, mais le fait de s'intéresser à la situation, comprendre les problèmes, l'impact des problèmes, et les valider avec son client, ce qu'on appelait le solution selling, hein, apporter une solution, vérifier si cette solution répond bien au problème, et enfin parler du prix, c'est-à-dire un peu la méthode du médecin. J'aime bien utiliser cette comparaison systématiquement. Quand je vais voir le médecin, j'ai mal à la tête, le médecin il va poser des questions pour comprendre d'où peut provenir ce problème avant de faire une prescription d'un quelconque médicament. Donc ça n'a pas changé. C'est plutôt la manière de le faire qui a complètement changé et évolué. Oui, et avec ce que tu dis, le côté qu'il y a plein de choses qui sont faites en amont toutes seules par le client, puis la relation elle-même est rendue beaucoup plus efficace, plus raccourcie, avec moins de temps pour l'entertainment, pour la construction de la relation, et qu'il faut la construire autrement en fait. Exactement. Et tu vois, là récemment, j'ai eu des exemples où le danger, parce que c'est un changement global, on ne peut pas s'arrêter au commercial, mais il faut que ce changement s'opère sur l'ensemble des ressources qui engagent les clients. J'ai des commerciaux qui ont une très forte capacité à convaincre avec ces nouveaux outils. Et après, on peut aussi retrouver des situations où le client, au final, a signé, mais n'est pas forcément content. Donc là, après, mes équipes Client Success doivent gérer l'après-vente. Donc, c'est pour ça que ce changement est important à appréhender de manière globale. C'est-à-dire qu'il faut changer la chaîne de bout en bout. C'est-à-dire la première phase en amont, le marketing. Donc ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 15-20 ans. Mais quand on parle de marketing automation, quand on parle de lead generation, tous ces process, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on a des gros outils de CRM. On a également, je pense à Salesforce, HubSpot, un moyen de faire du reach de manière
assez extraordinaire. Tout ça permet aussi de mieux qualifier. Et après, ça permet de gérer, je dirais, des cycles beaucoup plus rapides et surtout de cibler. Il faut pas non plus après oublier donc le commercial, le client success et puis les autres équipes, technical account manager qui supportent les avant-ventes des projets. Donc en fait, c'est l'ensemble de la relation client qu'il faut être capable d'accompagner de bout en bout dans ces nouveaux outils, dans ces nouveaux rythmes. Et j'ai une anecdote où c'est vrai que j'ai eu un commercial où, en appelant le prospect le connaissait mieux que s'ils avaient passé une semaine en vacances ensemble. Ce qui s'est fait avoir lui-même sur l'effet miroir où ce prospect s'était renseigné sur les profils réseaux sociaux, sur la personne à qui il allait parler. Donc c'est pareil, ça c'est aussi l'image et l'empreinte digitale que l'on a aujourd'hui en tant que personne peut influencer dans le milieu professionnel certaines relations. Hmm. Et ce que tu as décrit aussi dans cette chaîne de la valeur, c'est une spécialisation de plus en plus forte des métiers, avec le marketing, avec la lead gen, avec après les SDR, les BDR, les AE, les Customer Success Managers, etc. Comment tu appréhendes en termes d'organisation cette diversification des métiers? Parce que finalement, avant, le commercial, il pouvait porter à lui tout seul toute cette chaîne-là, en faisant l'éducation, comme tu le disais, en faisant la prospection quand il en faisait, en faisant le closing, etc., puis la prévente. Et comment tu perçois ça? Est-ce que c'est positif, négatif, plus compliqué à gérer? Encore une fois, j'ai tendance à toujours voir le verre à moitié plein, donc je vois plutôt la situation comme un changement qu'il faut mener avec ses équipes. C'est intéressant parce que je suis vraiment depuis 2 ans dans ce sujet-là, parce que quand on est dans une organisation en très très forte croissance, on est en constante réflexion sur qu'est-ce que je dois faire, à quel moment. Encore une fois, je préfère revenir à une base, c'est quel est mon marché, qui sont mes clients. Et c'est toujours en commençant par mon marché, mes clients, mes priorités, que je vais réfléchir aux meilleurs dispositifs pour les atteindre. Si je prends l'exemple de Ledger aujourd'hui, entreprise, nous étions sur un marché d'un côté grand public, donc là, des moteurs que tout le monde connaît de e-commerce, de distribution, de canaux de distribution. Et sur la partie entreprise, nous avions un produit qui ciblait des gros comptes, mais très limités, c'est-à-dire pas du volume. On est plutôt sur une solution qui répond à des besoins d'acteurs qui sont quand même assez conséquents. Donc là, la décision était plutôt de prendre des personnes seniors, commerciaux, capables de développer une relation complexe et puis de mener à bien cette relation pour signer un contrat. Bien sûr, en évoluant, on s'aperçoit que la qualité des leads n'était pas bonne. On va renforcer avec des ressources lead generation et on va aller sur cette partie marketing, le contenu, mieux l'adapter, faire des personas. Donc ça, c'est vraiment la partie amont funnel. Et puis, c'est poser la question, il y a 2 ans, je me souviens très bien, tiens, on va mettre les sales, oui, les leads, moi, je suis pas payé pour faire ça. Donc, on a testé ce qu'on appelle les SDR. J'ai arrêté au bout d'un an pour de bonnes raisons qu'on a analysées, on a testé. Et puis là, Et 2022. en fait, les comptes étaient trop gros pour être traités par des juniors. C'était quoi le... Alors, il n'y a pas une raison d'échouer. La raison de l'échec était le niveau de maturité de l'offre, notre compréhension du marché. Au moment où j'ai recruté les SDR, on fait que le SDR n'avait pas un métier intéressant. C'est-à-dire qu'il manquait en amont une meilleure structuration de notre offre avec un meilleur market fit. Et en aval, le commercial, comme il avait envie de vendre, il piquait les leads avant et le marché, en fait, on n'avait pas les bons leads. Donc le SDR, au final, il traitait de la demande qui était de mauvaise qualité. Il n'avait pas le bon contenu pour faire un bon travail de qualité, et puis ensuite, il ne transformait pas, tout simplement. Donc, s'il y a bien une chose que je mène, par contre, depuis toujours, et qui a évolué, tiens, pour revenir à ta question initiale, c'est la donnée. Aujourd'hui, la donnée fait partie, c'est au cœur des entreprises. C'était pas forcément le cas, ça fait partie de la transformation digitale, c'est-à-dire que maintenant, on a tout ce qu'il faut pour quand même se benchmarker et regarder ce qui se passe. Donc forcément, tous ces métiers SDR, marketing, la donnée permet juste de prendre des bonnes décisions. Et à l'heure où on se parle 2 ans après, je suis en train de réactiver une discussion sur ce type de rôle parce qu'on a mûri, parce qu'on a appris, on a
modifier le produit. Et puis, une chose qui caractérise notre marché, c'est que le monde de la crypto est un marché ultra innovant qui bouge extrêmement vite, où personne ne peut nous donner des prévisions. C'est-à-dire que si je démarre aujourd'hui une activité dans la donnée, que je peux appeler beaucoup d'organisations qui vont me donner des études de marché et vont me donner une vision. Le monde de la crypto, je mets au défi quiconque de me donner un marché clair, prévisionnel de qui va faire quoi et quand. Donc ça aussi, c'était une variable importante que j'ai prise en considération pour aussi avoir une organisation flexible et qui s'adapte en fonction du marché. Est-ce que tu vas demander à tes SDR aujourd'hui, alors? Alors aujourd'hui, on est plutôt sur du BDR que SDR. Alors, est-ce qu'il y a une nuance? Parce que tu me disais comment tu fais. Alors c'est vrai qu'on essaie aussi de réécrire les métiers et de les aligner, parce que ce qui est compliqué, c'est l'overlap. Et puis après, en interne, ça se tape dessus. C'est à moi de faire ça. C'est pas toi, t'as pas fait. Je te passe le détail, mais ça fait partie de notre quotidien du change management. Et sur le BDR, pourquoi? Parce que pour moi, c'est plus la personne qui va aller sur le terrain aussi, à faire de l'événementiel, parce qu'encore une fois, dans notre marché, la présence sur des événements pour toucher les bonnes personnes est importante. Donc, on est sur un mix inside et sur site pour aller aussi à la rencontre, surtout quand on regarde, il y a des régions comme les États-Unis qui sont extrêmement larges avec plusieurs États. Avoir ce type de rôle géographiquement réparti va me permettre de toucher un peu plus de cibles que l'on cherche à atteindre. D'accord, d'accord. Et créer des relations pour que derrière, ça puisse avancer avec un account Voilà. exécutif. Voilà, c'est-à-dire vraiment faire ce travail de bridge, enfin de connexion entre le marketing lead gen et le compte directeur. Alors aussi, l'ambition que j'ai, comme je te l'ai dit, avoir des gens seniors en termes de sales. Mon attente aussi, c'est de leur donner la bande passante pour se concentrer sur des comptes. Pour avoir travaillé dans des startups puis des grands groupes, contrairement à un grand groupe, tu arrives, tu as forcément un contrat quelque part avec ce groupe. Donc, on est plutôt dans du développement de contrats et de relations. Nous devons ouvrir les comptes. Et donc, c'est pour ça qu'avoir des gens seniors est important pour que ces gens-là se concentrent dans la difficulté d'ouvrir un compte. C'est et donc avoir un relais en dessous qui leur permet de gérer quand même un portefeuille de comptes plus facile entrant rapidement, donc réduire le coût de vente et puis surtout le faire efficacement pour que ces gens-là puissent, au regard de leur expérience et de leur seniorité, puissent vraiment nous aider à aller dans le dur en se posant, tiens, les comptes stratégiques, on les connaît, qu'est-ce qu'on fait pour réussir à les rentrer, quoi. Et tu as dit que le produit avait évolué là, depuis 2 ans. Est-ce que la nature des comptes et de la cible que vous visez a changé, ou ça reste quand même toujours des très grands comptes? Alors, ça évolue. C'est passionnant. C'est pour cela que cette économie, quand j'ai rejoint il y a 4 ans, on était sur un scénario très précis qui est de sécuriser de la crypto-monnaie, de la valeur. Et puis, au bout de ces 4 ans, on s'est aperçu que le marché a évolué. Déjà, le marché, je me souviens être rentré, c'était à peu près 200 c'était 200 millions, 350 millions, et puis ça a augmenté. Aujourd'hui, c'est 3 trilliards. Bon, la valorisation, donc de plus en plus d'investisseurs, de plus en plus d'organisations. On voit bien les annonces. PayPal a racheté une boîte en train de lancer le paiement de Bitcoin. Donc tout ça fait que le marché évolue. Les acteurs évoluent. Il y a d'abord nos acteurs traditionnels qui sont nés dans la crypto, hein. Crypto.com, Komainu, Binance, Coinbase, ça c'est des acteurs qui aujourd'hui sont valorisés plus fortement que des grandes banques d'ailleurs, et depuis, ça n'a pas arrêté d'évoluer. La finance décentralisée avec des nouveaux modes de finance, ce qu'on appelle le DeFi, et puis récemment, c'est une énorme tsunami positive pour nous, hein, mais c'est tout ce qui est NFT. Toutes les marques, les plus grands noms du monde entier ont lancé et démarré des réflexions et des projets autour de cette notion de NFT, qui est une révolution. Alors, proche de ce sujet qu'on appelle aussi métaverse, qui est vraiment, mais le NFT, on est vraiment dans cette notion de token digital attaché à un objet de valeur physique qui permet
rentrer dans un monde digital de propriété par rapport à un certain scénario. Donc, je ne vais pas citer de marque, mais il y en a de nombreuses qui sont très avancées dessus. Alors, pareil, on rentre dans un nouveau type de client. Donc, là, je vais avoir des gens dans le monde du luxe, dans le monde du sport, dans le monde du jeu vidéo, alors que historiquement, je parlais qu'à des gens de la finance. D'accord. Donc là, voilà, il faut aussi, si j'avais pris des commerciaux qui venaient juste du monde de la fintech et de la finance, d'un seul coup, est-ce qu'ils vont savoir parler à un DSI d'un grand groupe de luxe ou à un directeur d'achat d'une grande marque de sport ou d'habits de sport? Donc voilà, il y a aussi l'importance d'avoir des profils assez flexibles et pas que collés à des industries. Ça, c'est toujours le problème d'ailleurs des grands groupes. Je me souviens, on dit on va spécialiser en industrie, hop, on pivote en générique, on va mettre des solutions spécialistes. Mais après, la réalité d'une boîte comme la nôtre, on peut pas tout avoir à l'instant T. Il faut aussi délivrer et voilà, on n'est pas Microsoft, pour être clair. Ouais, et adapté à la réalité du marché. Moi, j'aime beaucoup ce que tu disais tout à l'heure, qu'il faut repartir du client, de la compréhension du client, de ce que tu as à vendre et pas juste appliquer des recettes de cuisine parce Complètement. que c'est la mode. Complètement. Bah, je pense, tu sais, je dis toujours, mais j'ai 4 piliers. Je te parlais de piliers depuis des années avec mes équipes. C'est fuel the business, prepare the future, customer focus, people. Ces 4 piliers-là, tu peux les prendre dans tous les sens, mais c'est quand on est dans les métiers de la vente, fuel the business, c'est tes problématiques d'organisation pour délivrer ton chiffre. Donc ça, c'est la base de ton métier. Prepare the future, je pense que la plus grande erreur dans le monde du commerce, c'est de ne pas anticiper. Si tu te concentres sur ton deal aujourd'hui, tu oublies juste que demain, il y en a d'autres qu'il faut préparer. Donc, c'est vraiment toutes ces actions pour anticiper le futur. Et c'est là où tu travailles un peu avec tes équipes produits, avec le marketing. Faire un événement stratégique, ça se fait pas en une semaine. Donc, c'est vraiment cette notion d'anticipation. Customer focus, c'est ce que tu disais, c'est que moi, je n'existe pas si j'ai pas de marché. Donc, ça sert à rien d'arriver avec une solution préconçue. Il faut d'abord comprendre ce qu'attendent mes clients et donc mon marché et m'adapter le mieux possible pour répondre à ces attentes-là. Et enfin, people, et ça, c'est peut-être la priorité numéro 1, quel que soit ton métier, ton organisation, il faut s'entourer de talents. Ça reste plus de 25 à 30% de mon quotidien. Et les talents, c'est les recruter, les attirer, mettre en place des modes de compensation attractifs, puisqu'on est dans un milieu ultra compétitif. Tu me parlais de qu'est-ce qui a changé. Les nouvelles générations, moi, je suis resté de nombreuses années. Je suis resté 7 ans, 12 ans, là, aujourd'hui 4 ans. Aujourd'hui, il y a des gens, ils restent 6 mois, 1 an dans une société, ils changent, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, faut aussi changer nos méthodes de management. Surtout, mes managers doivent s'adapter à ça. Et puis, une fois que tu as mis les plans de compensation attractifs, il faut également former et accompagner dans des plans de carrière. Donc récemment, j'ai un de mes talents qui, après 2 ans et demi dans mes équipes au headquarter, bouge en filiale. Donc on va essayer de faire évoluer chaque talent en fonction de ses compétences. On peut avoir des commerciaux qui passent plus sur le compte management en farmer, on peut avoir des TAM qui passent sales. Il faut vraiment réfléchir à ça et les gens, c'est le nerf de la guerre. Il faut un produit, mais il faut aussi les bonnes personnes pour pouvoir le commercialiser. Ouais. Mais on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Alexandre. Cet épisode du podcast de la transformation, de la vente réinventée est terminé. On se retrouve une fois par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor salesdeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio, avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur salesdeck.io. Merci à toi, Alexandre. Merci, à bientôt.